Salut à tous, bienvenue sur Ostade, la chaîne qui parle d'architecture dans les stades. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément caractéristique d'un stade, le porte-à-faux. Un stade, comme toute autre architecture, doit offrir un certain confort à ses usagers, sans quoi ces derniers éprouveront plus de difficultés à vouloir y aller. Une famille avec des enfants souhaitera-t-elle rester sous la pluie et sous de basses températures durant un dimanche après-midi? Une fois oui, 2 fois peut-être, 3 fois j'en doute. D'où l'utilisation d'une toiture, qui pourra garder les gens au sec à défaut de pouvoir les protéger du froid. Mais maintenant, une question survient. Comment porter cette toiture? La toiture étant un élément de franchissement, 2 solutions sont envisageables ici. Soit l'on porte la toiture à l'aide de poteaux répartis de part et d'autre de la toiture. C'est une solution qui a été choisie pour certains stades anglais, même si cette solution n'était pas pleinement satisfaisante. Le problème étant que ponctuellement, les poteaux gênent la vue des spectateurs dans les tribunes. Alors, pourquoi ne pas les retirer? En les retirant, nous obtenons une toiture en porte-à-faux, comme il se fait le plus souvent dans les stades modernes. Un porte-à-faux est un élément architectural dont une partie est soutenue structurellement, tandis que l'autre est suspendue au vide. On peut dire que c'est une version améliorée de l'encorbellement, dont certaines maisons alsaciennes, notamment maisons à colombage, étaient faites. Ce prolongement de l'encorbellement a été rendu possible grâce à la découverte de l'acier à la fin du XIXe siècle. L'acier étant un matériau reconnu pour sa résistance à la traction, ce fut le seul matériau pouvant supporter les efforts générés par les porte-à-faux. Pour une poutre en porte-à-faux, 3 éléments vont déterminer si la poutre va tenir ou si elle va se casser la figure. Premièrement, l'accroche de la poutre sur l'élément structurel. Cette liaison doit pouvoir supporter le poids de la poutre et le poids de ce qu'il y a au-dessus. Par ailleurs, le poids de la poutre varie avec sa longueur bien sûr. Ainsi la longueur de la poutre est aussi importante dans son maintien. À partir d'une certaine longueur, la poutre peut se briser en deux sous son propre poids. Vous avez déjà sans doute joué avec un mètre ruban métallique. On peut observer ce même phénomène lorsque l'on tente d'étirer le plus possible le ruban dans les airs. À partir d'un certain moment, il se casse en deux. La distance entre le point d'accroche et le point critique va varier en fonction de la résistance du matériau à l'étirement. Cette caractéristique, la résistance du matériau à l'étirement, est donnée par le module Young. Ainsi, plus le module Young est élevé, plus le matériau sera capable de résister à une mise en porte-à-faux. Ainsi, il sera plus difficile de faire un porte-à-faux en utilisant de la brique, qui a un module Young environ égal à 14 MPa, qu'en utilisant de l'acier qui, lui, en a un égal à 200 MPa. Le point positif d'un porte-à-faux est qu'il permet de couvrir tout en libérant l'espace en dessous de la présence de poteaux ou de murs qui marquent l'espace. De plus, il donne une forte identité architecturale à un bâtiment, grâce à la sensation qu'il procure, semblant jouer avec le vide à la limite de la chute. Malgré cela, il demeure cependant un point négatif, c'est la mise en place du porte-à-faux, qui peut être plus ou moins compliquée selon les matériaux employés. Le plus grand porte-à-faux au monde est celui du Busan Cinema Center, réalisé par l'agence autrichienne Krupp Himmelblau. Il s'étend sur 85 mètres de long. 1 mètre le sépare du porte-à-faux réalisé pour couvrir les tribunes du Stade olympique de Londres, qui mesure donc 84 mètres. À titre de comparaison, le Stade olympique de Berlin a une toiture qui a un porte-à-faux d'environ 50 mètres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.